À plusieurs reprises ici sur la chaîne, j'ai parlé de la crise démographique. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi si peu de personnes se rendent compte que ce sera la plus grande crise de l'humanité? C'est ce que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification ou de nous rejoindre sur l'un de nos réseaux pour rester au courant des nouveautés de la chaîne, sur Instagram, Telegram ou Twitter. Je suis Géopolitique Mondiale et ceci est la chaîne Géopolitique Mondiale. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la crise démographique n'est pas seulement liée au faible taux de natalité, car nous avons déjà eu des sociétés avec de faibles taux de natalité dans le passé, et cela n'a pas entraîné un grand effondrement. Nous avons également connu des périodes historiques de déclin démographique qui étaient loin de mener à l'effondrement. Elles n'ont pas, disons, provoqué un désordre aussi important dans la société et dans les institutions que la période de reconstruction après le déclin a conduit à une nouvelle configuration géopolitique, ce qui a mené l'humanité à des avancées sans précédent. Un exemple de cela fut la peste noire, qui a anéanti jusqu'à 1/3 de la population humaine en Europe. Ce ne serait donc pas la crise démographique. En réalité, c'est la somme de deux choses, du moins dans un sens plus superficiel. Premièrement, la baisse de la natalité, et cela ajouté à l'augmentation vertigineuse du vieillissement de la société. Donc, les crises de natalité ne sont pas une nouveauté. Mais des crises démographiques, c'est la première fois que nous allons en affronter dans l'histoire de l'humanité. En effet, les baisses de natalité ont généralement été causées par des pandémies, des guerres, des crises économiques, la famine ou d'autres raisons similaires. Autrement dit, la natalité baissait, mais parce que la mortalité en général augmentait. Principalement la mortalité infantile et celle des personnes âgées, qui sont les deux groupes humains les plus vulnérables, puisqu'ils sont biologiquement plus fragiles. Mais la baisse de la natalité sans que la population ne meure est quelque chose de nouveau. J'ai déjà expliqué cela dans une autre vidéo ici, comment la génération des baby-boomers, ces personnes nées entre 1945 et 64, a littéralement condamné l'humanité pour au moins 6 ou 7 générations avec des mesures erronées qui ont réduit la production de richesses tout en liant le budget pour au moins un siècle. Cela, sans aucun doute, est l'un des facteurs qui ont destiné l'humanité du XXIe siècle à être une humanité beaucoup plus souffrante. Cela a eu un impact direct sur le taux de natalité, mais il y a bien plus que ça. Je trouve donc amusant quand quelqu'un propose une solution magique à ce problème. Pour ce problème de natalité, certains disent simplement qu'il suffirait de réduire le coût de la vie. Comme si réduire le coût de la vie en soi n'était pas déjà quelque chose de très difficile. Et même si c'était facile, il y a beaucoup plus de choses en jeu. Et je pense que c'est là que la plupart des gens ne comprennent pas l'ampleur du choc que cette crise va représenter. Parce qu'il n'y a pas de solution facile, car il y a plusieurs raisons qui ont mené à cela. Et comme nous n'avons jamais eu affaire à cela auparavant, nous n'avons pas de précédent pour savoir quoi faire ou ne pas faire. Nous avançons à l'aveuglette. Mais la crise démographique sera le plus grand problème de l'histoire de l'humanité, parce qu'il ne s'agit pas seulement de cela, même si ce n'était que cela. Ce serait déjà un problème colossal, mais c'est surtout parce qu'elle est un déclencheur qui va provoquer une série d'autres crises. Précisément à cause de la crise démographique. Ce serait comme une sorte de pièce de domino ou un château de cartes qui s'effondre, choisis l'analogie qui te parle le plus, parce que cette crise qui est déjà très grave en elle-même est justement le point de bascule de plusieurs autres crises qui vont en découler. Mais ce qui m'impressionne et m'inquiète le plus, de loin, c'est à quel point la grande majorité de la population ne pense pas que cela sera un problème. D'ailleurs, dans certains cas, c'est encore pire. Ils pensent que cela pourrait même sauver le monde. La presse a récemment fait grand bruit sur le fait que l'Inde a dépassé la Chine en termes de population, avec les Chinois étant la nation qui allait vieillir le plus rapidement au monde. Et cela a suffi pour que les anti-Chine prédisent immédiatement la fin de la Chine. Mais ce que la presse n'a pas montré, c'est ce graphique qui montre que, contrairement aux attentes, la croissance démographique des États-Unis est presque à 0%, c'est-à-dire pratiquement aucune croissance.
Et je dis cela parce que récemment, certaines études montraient hypothétiquement comment la population nord-américaine continuerait à croître pour le reste du siècle, et qu'à la fin du XXIe siècle, elle pourrait même dépasser celle de la Chine, puisque la population chinoise finirait par diminuer, tandis que celle des États-Unis ne ferait qu'augmenter. Mais loin de là, car ces niveaux n'ont jamais été observés en plus de 100 ans d'histoire américaine, même pendant la période qui a suivi la Grande Dépression, lorsque la croissance démographique a atteint un minimum d'environ 0,5%. Et il est également impressionnant de voir combien de personnes pensent que, pour cette raison, la situation là-bas serait pire qu'ici, ce qui n'est pas vrai. Parce que si vous prenez la prévision démographique que l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística avait en 2013, c'était qu'en 2023, nous aurions 216 millions de personnes. D'ailleurs, en 2020, certaines agences de presse disaient déjà que nous avions dépassé les 211 millions de personnes. Mais maintenant, nous avons vu qu'en 2022, nous n'avons atteint que 203 millions de personnes. Très loin de ce que l'on pensait, et vraiment très loin, ce qui montre que la baisse du taux de natalité est beaucoup plus rapide que ce que l'on imaginait ici. Et si auparavant on croyait que la population brésilienne commencerait à diminuer en 2045, maintenant certains dirigeants parlent de 2030. J'avais déjà commenté cela dans le passé, au moins dans 2 ou 3 vidéos ici sur la chaîne, où j'avançais que probablement la population allait diminuer bien avant 2045, mais à l'époque j'avais estimé 2040. Sauf que je me suis trompé, parce que la situation, à ce qu'il semble, est encore pire que ce que je pensais. Et à chaque cas que nous examinons, ça empire. Par exemple, tous les 2 ans, le Japon perd 1 million de Japonais. L'âge moyen en Italie a déjà atteint 48 ans, donc c'est une situation grave où que nous regardions. Pendant des centaines de milliers d'années, la population humaine a connu 4 explosions démographiques, chacune survenant après une singularité technologique. Une avec le feu, ensuite avec l'agriculture, puis avec l'écriture, et enfin avec la révolution industrielle, cette dernière étant la plus impressionnante car elle a accompli en 200 ans ce que les autres ont mis beaucoup plus de temps à réaliser. Ici, le progrès exponentiel a conduit à une croissance exponentielle, faisant passer notre population de 6 milliards de personnes en 1999 à 8 milliards en seulement 24 ans de temps. À partir de là, la situation est devenue plus compliquée. En effet, pour qu'une population reste stable, chaque couple doit avoir en moyenne 2 enfants. Si le nombre est supérieur, la population augmente. S'il est inférieur, elle diminue. S'il est bien en dessous, elle diminue fortement et rapidement. En Corée du Sud, par exemple, le taux de fécondité était de 0,8 enfants par femme en 2022, le plus bas du monde. Cela signifie que 100 Sud-Coréens en âge de procréer aujourd'hui auront 40 enfants. Et si rien ne change, dans 100 ans, il y aura 94% de jeunes en moins en Corée du Sud. Les plus optimistes se trompent généralement en pensant que cela ne serait pas si grave, car nous reviendrions à la population que nous avions autrefois. Après tout, en 1950, il y avait 20 millions de Sud-Coréens, et en 2100, il y en aurait, soi-disant, à nouveau 24 millions. Mais la question, c'est justement ça. Il ne s'agit pas seulement de la taille de la population, mais aussi de la qualité de sa composition. En 1950, l'âge moyen en Corée du Sud était de 18 ans. En 2022, il était de 45 ans et en 2100, il sera de 59 ans. Pratiquement un pays de personnes âgées. Cependant, en ce qui concerne la Chine, les gens attribuent généralement la faible natalité à la politique de l'enfant unique, pensant qu'elle en serait la principale responsable. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Le taux de fécondité en Chine diminuait déjà bien avant la politique de l'enfant unique. Après tout, les Chinois avaient déjà traversé la révolution culturelle, le grand bond en avant, de grandes crises alimentaires, et ainsi de suite. La politique de l'enfant unique n'a fait qu'empêcher le taux de fécondité bas de se rétablir, c'est-à-dire qu'elle n'en est que partiellement responsable. D'ailleurs, à partir des années 80, 90 et 2000, le développement même de la société chinoise a fait comme dans d'autres pays, il a maintenu le taux de natalité bas. Et en 2016, ils ont inversé cela en autorisant les familles à avoir plus d'1 enfant. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que ne pas avoir d'enfant n'était pas seulement une question de loi,
mais qu'il y avait tout un contexte derrière. Donc, autoriser à avoir 2, 3, 4 enfants ou plus n'a rien changé, parce que tout simplement les femmes auront statistiquement moins d'un enfant, que le gouvernement l'autorise ou non. Mais la question c'est que dans 4 générations, 100 jeunes Chinois deviendront 20. Les taux de fécondité de la Chine sont maintenant parmi les plus bas d'Asie de l'Est, même inférieurs à ceux du Japon. Donc si la situation en Asie est mauvaise, la vérité est qu'elle pourrait être encore pire, parce qu'en comparaison, la baisse en Europe semble beaucoup plus lente, malgré la faible fécondité. Mais cela s'explique par le fait que, contrairement aux pays asiatiques, la plupart des pays européens, surtout en Europe de l'Ouest, ont reçu un afflux massif d'immigrants. Donc pour ceux qui ne regardent que les chiffres sur le papier, cela semble avoir été une bonne idée, car cela a résolu le problème, mais en réalité cela l'a aggravé, car une grande partie des immigrants viennent déjà d'autres régions avec des taux de fécondité faibles. Le nombre de femmes immigrées ayant beaucoup d'enfants n'est pas encore suffisamment élevé pour compenser les taux de fécondité, c'est-à-dire qu'une part considérable des immigrants finit aussi par connaître une baisse du taux de natalité. Mais le problème, c'est l'autre partie qui, bien qu'elle enregistre une baisse de la natalité, parvient au moins à la maintenir à un niveau suffisamment élevé pour ralentir la diminution de la population. Ce serait bien si nous ne parlions pas de n'importe quel type d'immigrants. C'est là qu'a été l'erreur européenne. Le colonel Mouammar Kadhafi était le dictateur de la Libye. Et peu importe si vous l'aimiez ou non, si vous souteniez sa dictature ou non, parce que ce n'est pas la question. La question est que, pour le meilleur ou pour le pire, il avait un rôle. Lui, tout comme Saddam Hussein en Irak, presque une décennie plus tôt, contenait l'extrémisme islamique d'Al-Qaïda et d'autres groupes encore plus radicaux, comme l'État islamique. Et dans le cas de Kadhafi, il avait encore un atout supplémentaire, car il contenait l'immigration africaine illégale vers le sud de l'Europe. Mais en 2011, Sarkozy, président de la France, en pressant ses alliés de l'OTAN, a alors décidé de le bombarder et, après plusieurs mois, ils ont réussi à le tuer. Et comme conséquence, avec le grand et méchant chat hors du jeu, les souris ont commencé à faire la fête. La Libye est tombée, divisée par des groupes islamiques extrêmement radicaux dont la seule chose qu'ils avaient en commun était leur haine extrêmement profonde de l'Occident. Et avec cela, la route des immigrés illégaux africains n'était pas seulement ouverte, mais elle est devenue très lucrative pour ces groupes. Nous avons été témoins d'une véritable invasion venue de la mer Méditerranée. Déjà en Syrie, la situation avec Bachar el-Assad aurait pu être la même, mais elle n'a pas été pire uniquement parce qu'avec le soutien de l'Iran et de la Russie, il a réussi à rester au pouvoir. Mais malgré cela, la partie orientale du pays s'est effondrée et la partie frontalière avec l'Irak est également tombée entre les mains de groupes extrémistes, ce qui a généré une nouvelle vague d'immigrants islamiques du Moyen-Orient qui, depuis la Turquie, ont également inondé l'Europe. Et cela alors même que la Turquie a encore bloqué une partie de cette vague. À l'époque, les dirigeants européens comme Angela Merkel en Allemagne, Nicolas Sarkozy en France, David Cameron en Angleterre, ainsi que la plupart des dirigeants d'Europe occidentale, se sont mis à célébrer en disant que cela marquerait la fin de la faible natalité européenne. Après tout, tous ces immigrés étaient des ingénieurs et des médecins potentiels. Certaines personnes allaient même jusqu'à célébrer le fait que l'Europe serait désormais meilleure parce qu'elle serait plus multiethnique et multiculturelle. Mais ce que nous avons vu en 10 ans, c'est que cela a été la plus grande tragédie européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette main-d'œuvre jeune n'a pas dynamisé l'industrie européenne, d'autant plus qu'une grande partie d'entre eux vit des aides sociales, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'augmenter l'endettement de l'État qui était déjà extrêmement endetté en Europe. Et en plus de cela, ils portèrent avec eux la haine contre la culture européenne et contre la population autochtone blanche, entraînant des scènes de criminalité, de violences raciales, religieuses, de dégradation sociale et de tensions politiques qui n'avaient jamais été vues en Europe. L'immigration incontrôlée a empiré ce qui était déjà mauvais, car maintenant, alors que la population autochtone vieillissait,
la population immigrée anti-occidentale augmentait et on ne sait pas combien de temps cela prendra avant d'atteindre un point de rupture qui semble être très proche. Le cas suédois est le plus emblématique, car c'était la société la plus ordonnée, développée et privilégiée d'Europe, et qui possède maintenant des quartiers où la police ne peut même pas entrer. De plus, il y avait le mythe que la question démographique était un problème uniquement dans les pays développés, mais en Amérique latine, le taux de remplacement est déjà devenu négatif en 2015. Mais il y a un problème. La grande majorité des pays latino-américains, y compris le Brésil, ne disposent pas de l'infrastructure, de la technologie, du niveau de vie, de la santé ou de l'éducation que possèdent les pays asiatiques ou européens. Autrement dit, ils vieillissent avant de devenir riches et développés. Bien sûr, il existe encore des endroits dans le monde où les taux de fécondité ne sont pas tombés en dessous du seuil de remplacement, comme dans une grande partie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, mais ces régions ne peuvent pas, en revanche, soutenir la taille de leur population. Et à mesure que nous assistons au phénomène de la démondialisation, ces régions deviendront extrêmement vulnérables et risquent fort de faire face à des événements catastrophiques, même avec des populations jeunes. Et même là-bas, aussi incroyable que cela puisse paraître, le taux de natalité baisse également plus rapidement que prévu. Elle reste élevée, mais elle diminue rapidement. Donc finalement, là-bas aussi, ils seront touchés et traverseront cette crise, juste un peu après le reste de la planète. Mais la question de cette crise démographique est importante parce que, pour une société fonctionnelle, il faut un nombre suffisant de personnes en âge de travailler, c'est-à-dire au sommet de leur capacité physique et mentale. Les jeunes et les personnes d'âge moyen font la majeure partie du travail. Dans n'importe quel système économique, les personnes en âge de travailler créent la richesse d'une société. À la retraite, dans la grande majorité des cas, vous cessez de contribuer à l'économie. Et c'est justement à ce moment-là que la majorité des coûts de santé sont générés par les personnes âgées. Tout au long de l'histoire de l'humanité, de nombreux jeunes prenaient soin de quelques rares personnes âgées. Mais dans une société où la majorité des personnes ont plus de 60 ans, les jeunes devront s'occuper des personnes âgées, générer de la richesse pour les prendre en charge et, en plus, penser à avoir des enfants. Ce calcul ne tient pas. Mais à mesure que les baby-boomers prenaient leur retraite entre les années 1990 et 2020, ils ont adopté des lois budgétaires et des lois réglementaires qui obligent à donner la priorité aux personnes âgées dans presque tous les domaines, y compris le soutien financier de la part de leurs enfants. Ainsi, les jeunes devront choisir entre avoir des enfants ou s'occuper des personnes âgées, que ce soit directement ou indirectement, puisque la création de richesses aujourd'hui est bien moindre qu'elle ne l'était à l'époque des baby-boomers. Donc, les personnes âgées, à quelques exceptions près, finissent par être la priorité économique de la société et de l'État, car les enfants vont encore naître, mais les personnes âgées sont déjà là. Cela crée donc un effet où, dans les familles en général, les familles taille moyenne, on privilégie le soin des personnes âgées qui existent déjà, au détriment de la création de nouveaux enfants qui n'existent pas encore. Et avec la société et l'État de plus en plus concentrés sur les personnes âgées et non sur la naissance d'enfants, on finit par avoir un cycle qui s'auto-alimente, car de plus en plus de jeunes auront moins d'enfants et il y aura de moins en moins de jeunes pour s'occuper des personnes âgées qui seront proportionnellement de plus en plus majoritaires dans la population et exigeront davantage de soins directs ou indirects. Et même si l'on change les règles des retraites pour que les gens puissent travailler beaucoup plus longtemps, cela ne s'appliquera qu'aux générations après les baby-boomers, c'est-à-dire que justement, ceux qui ont créé cette situation ne seront pas affectés, ils sont déjà protégés contre d'éventuels changements. Nous devrons encore faire face à l'explosion des coûts des soins de santé, tandis que les États, avec des revenus de plus en plus faibles, luttent pour suivre des coûts toujours plus élevés. Les passionnés de technologie, de robotisation et d'intelligence artificielle misent tout sur ces solutions pour atténuer ce choc.
Mais peu importe à quel point ces technologies progressent, elles ne pourront jamais compenser totalement. Donc nous parlons d'une explosion des coûts de santé dans le monde entier entre 2030 et 2060 au minimum, alors que la plupart des États sont déjà au bord de la limite de la dette publique. De plus, nous parlons du fait qu'avec le manque de main-d'œuvre jeune qui génère de la richesse, il y aura un manque de main-d'œuvre qui ne génère pas de richesse, mais qui est vital pour maintenir l'infrastructure fonctionnelle des pays. Nous parlons de niveaux extrêmement élevés, de pénurie de professionnels capables d'assurer l'entretien de base des égouts, de l'assainissement, du réseau électrique, de la structure des bâtiments et des maisons, des réparations sur les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, et ainsi de suite. Et parce que l'infrastructure fonctionne à grande échelle et même si son utilisation diminue, elle ne deviendra pas moins chère pour autant. Donc si une population diminue ou si le pouvoir d'achat de cette population diminue, que ce soit à cause de la perte de l'industrie ou de l'emploi, lorsque les personnes et leurs revenus disparaissent, les ressources nécessaires pour entretenir cette infrastructure disparaissent également. Et avant que vous ne pensiez que c'est une exagération, nous avons déjà des exemples empiriques pour prouver que cela serait inévitable. Parce que nous voyons déjà cela dans de nombreuses villes dépeuplées ou en cours de dépeuplement. Et dans des pays qui ont un niveau technologique élevé en robotisation et en intelligence artificielle, comme les États-Unis, l'Allemagne et même le Japon. Certaines personnes soutiennent encore que si la main-d'œuvre diminue, la production automatisée compenserait ce manque, mais il y a un problème à cela d'un point de vue économique et politique. Dans une société avec plus de personnes âgées, nous parlons de plus de personnes qui dépendent de la retraite. Et la retraite, devine quoi, elle vient des caisses du gouvernement. Et même la retraite privée est réglementée et contrôlée par les gouvernements. Et eux, les gouvernements, auront alors beaucoup plus de contrôle sur le revenu de la majorité de la population qu'ils n'en ont aujourd'hui. Alors nous verrons les démocraties s'effondrer, car dans une société où il n'y a pas de liberté de construire son propre patrimoine, le résultat, ce sont des gouvernements de plus en plus autoritaires. Et qu'en privilégiant le maintien de ce système, les banques vieillissantes et la planification à long terme seront de plus en plus négligées. Ce qui va énormément affecter l'innovation technologique elle-même, sur laquelle les passionnés de technologie misent pour résoudre ce problème. Beaucoup de gens pensent qu'avoir moins d'humains sur Terre est une bonne chose, parce que nos sociétés seraient intenables avec autant de consumérisme et autant de monde, mais le problème c'est que même si vous avez moins d'humains, il manquera, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entretien des infrastructures de base. Donc, en réalité, nous aurons plus de gaspillage et plus de pollution parce que des sociétés, disons entre guillemets, plus propres, ont besoin de plus d'entretien pour garantir cette efficacité écologique. Nous aurons beaucoup plus de déchets et de décharges sauvages dans plusieurs pays du monde. Donc les impacts environnementaux de cette société seront en réalité même plus importants que ceux d'aujourd'hui. Nous aurons de plus en plus de bâtiments dégradés et possiblement abandonnés dans les grands centres urbains, ce qui endommagera encore plus l'environnement. Et comme nous aurons de plus en plus de ces immeubles vides dans les grandes villes, prenez la ville de Détroit aux États-Unis comme exemple, on peut s'attendre à une augmentation vertigineuse de la criminalité urbaine. Surtout parce que, dans un État au bord de l'effondrement fiscal pour soutenir les personnes âgées, la sécurité publique sera à la limite de la saturation humaine et budgétaire. N'importe quelle bulle immobilière déjà vue finira par paraître petite à côté de celle-ci, qui sera la mère de toutes les crises immobilières. Nous parlons donc d'une accumulation de crises qui éclateront dans la même période. Crises alimentaires, crise de dette publique dont se lèguent des gouvernements, crise industrielle, des crises de sécurité publique, crise immobilière, crise de crédit, crise énergétique, c'est en crise de culturelle, religieuse, ethnique, dans les pays à forte immigration, crise environnementale, effondrement des infrastructures, crises inflationnistes passant soudainement à des crises déflationnistes, concentration historique des richesses et, par conséquent, la déglobalisation.
Tout cela à des volumes jamais vus et en même temps éclatant dans la même période de 30 à 60 ans au minimum. C'est à un moment historique que nous disposons d'armes biologiques, chimiques et nucléaires capables d'éradiquer la vie sur Terre. Et sans parler d'une intelligence artificielle qui menace à l'avenir de provoquer une vague de chômage jamais imaginée, même par les personnes les plus pessimistes. La guerre en Ukraine, en Arménie, en Palestine, la crise humanitaire si peu évoquée au Soudan, au Sud-Soudan et au Tchad, ou l'instabilité sécuritaire au Mexique, en Équateur et en Afrique du Sud, ne sont que les premiers éléments qui deviennent perceptibles dans ce processus qui ne fait que commencer. Nous pouvons nous attendre à d'autres crises dans les prochaines années. D'emblée, je suggère de garder un œil sur le Pakistan, la péninsule coréenne, Taïwan, la Géorgie, l'Afrique centrale et occidentale, qui sont les endroits où les signes de crise imminente se sont les plus évidents. Mais il y en a d'autres qui échappent encore à mon radar et que nous verrons éclater comme du maïs soufflé devant nous. Mais alors, cela nous amène à une question. Sommes-nous enfin en train d'arriver à la fin de la race humaine ? Et peut-être que la réponse à cela se trouve juste devant nous. Konstantin Tsiolkovsky, un physicien russe en 1933, puis Enrico Fermi, un physicien italien en 1955, se sont demandé, dans un univers aussi vaste et aussi ancien, pourquoi n'y a-t-il que le silence ? Pourquoi n'avons-nous pas vu ou entendu d'autres civilisations extraterrestres ? Après tout, depuis l'invention de la radio au XIXe siècle, en théorie, nous devrions capter des flots d'ondes de communication provenant de civilisations plus anciennes. N'est-ce pas ? Mais non, il n'y a que le silence. Fermi a élaboré plusieurs explications, mais l'une d'elles, celle qui nous intéresse pour l'instant, est la théorie du grand filtre, introduite par Robin Hanson, un économiste, en 1996. Cela implique qu'il existe peut-être quelque chose qui peut agir comme une barrière à l'évolution de la vie intelligente ou comme une forte probabilité d'autodestruction. Et peut-être qu'un tel événement qui filtre la vie intelligente est encore devant nous. Cette chose peut être quelque chose de naturel ou causé par l'espèce intelligente elle-même. Ainsi, nous pouvons être confrontés à 3 scénarios. Le premier, celui de l'extinction, où nous ne passons pas ce filtre et devenons un écho dans un monde abandonné. Le deuxième, celui de la stagnation, où nous ne nous éteindrons pas maintenant, mais nous continuerons sans progresser beaucoup plus loin que notre niveau technologique actuel. Cependant, même cette option mène aussi à notre extinction, car nous savons qu'un jour, un événement naturel, interne ou externe à la planète, finira par nous frapper. D'ailleurs, même la planète elle-même a sa durée de vie, donc nous n'échapperons pas à notre destin dans ce cas, qui serait la destruction. Mais il existe un troisième scénario qui consiste à franchir ce filtre et à devenir une civilisation capable de quitter la planète. Si nous faisons cela, alors il n'y aura vraiment rien qui puisse mener à l'extinction de notre espèce. Parce que nous sommes à un carrefour de changements accélérés, différent de tout ce qui a déjà été vu dans l'histoire de la vie sur cette planète. Il semble que le futur puisse basculer vers l'un de ces 3 côtés, dès que nous aurons décidé. L'humanité connaît bien les catastrophes, ainsi que les événements de quasi-extinction totale. Nos ancêtres ont survécu à la chute de météorites et à des ères de changement climatique qui ont failli mener l'humanité à l'effondrement total, et avec bien moins de ressources qu'aujourd'hui. Il y a environ 900 000 ans, l'humanité a été confrontée à des changements climatiques rapides et drastiques qui ont fait chuter la population humaine mondiale à moins de 1300 individus capables de se reproduire. Mais aujourd'hui, en plus des menaces naturelles, il y a une différence. Nous-mêmes, depuis l'apparition des armes nucléaires, les menaces d'autodestruction ont commencé à surpasser les risques de toutes les autres formes de destruction. Le risque de provoquer notre propre extinction est plus de 300 fois supérieur à celui d'une extinction due à des causes naturelles. L'Institut Life identifie 4 principaux risques pour notre existence. Guerre nucléaire, changement climatique, biotechnologie et intelligence artificielle. Si une guerre nucléaire totale avait lieu, en plus des zones détruites et de la radioactivité répandue sur la majeure partie de la planète,
nous aurions également des températures mondiales qui pourraient prendre et baisser de 10 degrés et exterminer jusqu'à 63% de la population restante après ce conflit. Les armes nucléaires ont jeté des dizaines de milliers d'années d'équilibre militaire à la poubelle. C'est pourquoi faites attention, car toujours dans toute l'histoire de l'humanité et de la guerre, la combinaison de la force militaire revenait à celui qui avait le plus de soldats, le plus d'équipements et les meilleurs commandants. Mais depuis l'avènement des armes nucléaires, tout a radicalement changé. Maintenant, si votre pays a seulement quelques dizaines de milliers de soldats, quelques avions et chars, et des commandants sans expérience, mais que vous possédez des armes nucléaires, rien de tout cela n'a d'importance, car vous pourrez quand même parler d'égal à égal avec un pays qui a des millions et des millions de soldats, des milliers d'avions et de chars, et les meilleurs commandants. Nous devons, en 70 ans, apprendre une nouvelle logique militaire et diplomatique qui ne s'est jamais appliquée à ces milliers d'années précédentes. Donc nous ne savons pas combien de temps il faudra avant que quelqu'un prenne une mauvaise décision. Et en ce qui concerne la biotechnologie, elle peut être une bénédiction pour résoudre de grandes crises comme la pénurie alimentaire et les maladies, mais elle peut aussi provoquer une catastrophe mondiale avec un agent pathogène létal conçu comme une arme biologique qui pourrait causer un nombre de morts bien plus élevé qu'une guerre nucléaire mondiale. Mais les chercheurs de cet institut pensent que la plus grande menace sera celle de l'intelligence artificielle. Pas le chat génératif Pre-trained Transformer ou BARD actuel, mais ce qui en découlera dans les prochaines décennies. Parce que dans ce cas, nous parlons d'une menace intelligente, d'ailleurs bien plus intelligente que nous. Si la théorie de la singularité technologique que j'ai déjà mentionnée ici sur la chaîne se réalise de manière malveillante, cette intelligence serait supérieure à toute l'intelligence de l'humanité réunie. Et en plus de ces menaces, il y aura encore d'autres menaces qui apparaîtront au fur et à mesure que nous progresserons dans le futur. Mais il y a un bon côté. Car dans aucun de ces cas connus, il n'y a le potentiel de nous détruire à 100%. Parce que grâce à la large répartition que nous avons dans le monde, nous bénéficions d'une protection géographique contre l'extinction. Donc, même si 99% des humains étaient éliminés lors d'une catastrophe, il nous resterait encore 83 millions de personnes. Et c'est un nombre bien plus élevé que ce que nous avons eu pendant la majeure partie de nos 300 000 ans d'histoire. C'est un nombre équivalent à celui que nous avions pendant les guerres médiques, lorsque l'Empire perse a envahi la Grèce. Avec une différence, nous serions à la 4e singularité, celle de l'automatisation à grande échelle. Donc, même si nous perdions la majeure partie de la technologie que nous avons aujourd'hui, et croyez-moi, nous perdrions presque tout ce que vous pouvez imaginer, au maximum nous reviendrions au niveau de vie que nous avions à la fin du XVIIIe siècle. Les connaissances de la première singularité, le feu de la deuxième singularité, l'agriculture, et de la troisième, l'écriture, ne peuvent plus être perdues, quoi qu'il arrive. La 4e révolution industrielle est le sujet en question. Nous perdrions presque tout ce qui en est issu, mais pas tout. Nous aurions encore suffisamment de connaissances pour comprendre la combustion et, par conséquent, les machines. Nous aurions donc la population de 500 avant Jésus-Christ, mais avec la technologie de la fin du XVIIIe siècle. Je n'arrive même pas à imaginer les difficultés auxquelles cette population serait confrontée. Mais ce qui compte pour nous, c'est que l'humanité ne serait pas éteinte et surtout qu'elle ne repartirait pas de zéro. En fait, la dernière fois que nous avons vu une catastrophe de cette ampleur, c'était avec la peste noire au XIVe siècle, où 10% de la population mondiale est morte, ainsi qu'un tiers de la population en Europe. Malgré cela, nous avons survécu et connu un énorme essor technologique et démographique pendant la reconstruction. Mais alors, quelle serait la force du coup que l'humanité pourrait encaisser ? Et la réponse est que notre minimum se situe entre 100 et 5000 personnes pour pouvoir repeupler la Terre avec succès. Mais en dessous de ce seuil, la limite serait extrêmement serrée et il est assez probable que nous ne pourrions jamais nous en remettre. Donc le problème n'est pas un événement catastrophique en soi, mais probablement la combinaison de tous ces événements, et c'est ce qui nous amène à la grande préoccupation de la vidéo, tous ces problèmes qui explosent simultanément.
En 2009, 2 chercheurs ont mené une expérience pour voir ce qu'il faudrait pour conduire l'humanité à une extinction totale. Dans la première phase, nous avons un effondrement rapide de la population humaine en raison d'une guerre mondiale et de l'effondrement de l'industrie et de l'agriculture à l'échelle mondiale. Dans la deuxième phase, on observe l'épuisement des ressources naturelles restantes au cours des 2 siècles suivants. Et la phase 3 prévoit une spirale descendante d'effondrement de l'écosystème ponctuée par l'éruption d'un supervolcan dont nous savons qu'il explosera à un moment donné au cours des 1000 prochaines années. Ce qui laisserait les derniers groupes humains incapables de survivre plus longtemps. Et avant que vous ne commentiez que le supervolcan finirait de toute façon par mener l'humanité à l'extinction, la réponse est non. Cela causerait des dégâts et des morts à une échelle biblique, mais nous pourrions éventuellement survivre étant donné que nous aurions l'infrastructure, l'industrie et la technologie nécessaires pour surmonter les défis qui en découleraient, non. Le problème, c'est si ces choses que j'ai mentionnées avaient déjà été détruites en fait avant cet événement majeur. Donc, toutes les données, et informations indiquent que ce serait notre grand filtre. La limite de la race humaine qui disparaîtrait alors dans les sables du temps de l'univers. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est que cette phase de transition que nous commençons à voir sera la phase de transition la plus critique de l'histoire de la civilisation humaine, car ce seront toutes les crises qui éclateront, additionnées à partir du déclencheur de la crise démographique. Je suis impressionné de constater que si peu de dirigeants mondiaux accordent de l'importance à cela. Et en fait, la théorie du grand filtre semble plus évidente dans les 4 ou 5 prochaines décennies que nous ne pourrions l'imaginer. Parce qu'en fait, toutes ces crises qui nous frappent en même temps montrent que soit nous ne passerons pas par ce goulet d'étranglement du grand filtre et deviendrons une espèce en voie d'extinction, que ce soit de façon graduelle ou rapide. Ou alors, grâce à l'expérience et à l'innovation technologique, nous serons en passe de devenir réellement une espèce perpétuelle et interplanétaire. Et si tel est le cas et que nous parvenons à faire en sorte que notre civilisation, que l'on peut considérer comme ayant commencé avec la première singularité, la découverte du feu, il y a environ 300 000 ans, parvienne à exister pendant 1 million, 5 millions ou même plusieurs millions d'années, alors en réalité, nous ne ferions qu'assister à la fin de notre enfance, où tout cela n'aurait été que le début de notre histoire. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tous vos proches et de nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et Telegram pour rester au courant des nouveautés de la chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.